Bonjour à tous, il est grand temps de reprendre. Donc on passe à la deuxième partie de la journée, environ 3/4 d'heure de présentation des travaux de l'IPP et ensuite 1 h 15 de table ronde avec aussi quelques questions. Voilà, donc c'est Paul Dutronc-Postel et Maxime Thau qui vont vous présenter un travail réalisé également avec Joyce Sultan-Parot et moi-même. Et ensuite, la table ronde, je laisserai Léa Lejeune vous présenter les intervenants. Donc, je disais que je vais vous présenter des travaux de l'IPP sur les inégalités salariales femmes-hommes avec un focus particulier sur ce qui se passe au sein des entreprises. Donc, ces travaux sont issus en particulier de 2 notes que nous avons écrites avec Thomas Breda, donc Paul Dutronc-Postel et Joyce Sultan-Parot, et que vous pouvez trouver sur le site de l'IPP. Donc, on part du constat que les inégalités salariales entre les femmes et les hommes étaient de 24,4% en 2018. Donc, dans cette présentation, je vais faire d'abord un retour sur l'évolution récente de ces inégalités, essayer d'apporter des facteurs d'explication à cet écart et cette évolution. Donc, beaucoup de pistes ont déjà été évoquées aujourd'hui. Et après, je laisserai la parole à Paul Dutronc-Postel qui va vous expliquer un peu plus comment est-ce qu'on mesure les inégalités au sein des entreprises et questionner un peu le rôle des entreprises dans les inégalités salariales et quelles sont les réponses de politique publique que l'on peut apporter à ces inégalités. Donc, un petit point d'abord de méthodologie. Donc, les données que nous utilisons ici sont les données couvrant l'ensemble des salariés français du secteur privé. Donc, on utilise en particulier les données DADS, déclaration annuelle de données sociales des entreprises, qui sont mises à disposition par l'INSEE. Qui couvre les DADS salariés de la période de 1967 à 1994, puis les DADS post de la période de 1995 à 2018. Donc, il y a 2 types de bases de données avec une première partie qui couvrait les salariés et une deuxième partie qui couvrait les postes. Donc, dans les postes, on peut évidemment avoir plusieurs postes pour un même salarié. Donc, il y a beaucoup de changements au fur et à mesure du temps dans la manière dont ont été conçues les données et de ruptures temporelles dans la construction des données qui peuvent apporter un peu de bruit dans les statistiques. On documente c'est la méthodologie utilisée dans nos notes et nos documents. Donc les variables qu'on va utiliser pour expliquer en quelque sorte ou pour expliquer les écarts de salaire sont la quotité de temps plein, le temps de travail, le temps partiel et le temps plein, l'âge des travailleurs et les métiers exercés à travers les CSP, puis les professions et catégories socio-professionnelles. Le concept de salaire auquel on va s'intéresser dans un premier temps, c'est le salaire journalier. Donc, c'est comment est-ce qu'on calcule ce revenu? C'est le revenu annuel qui est rapporté à la durée du contrat au cours d'une année. Et donc, l'écart salarial que l'on va regarder, c'est la différence de salaire moyen entre les femmes et les hommes rapporté au salaire des hommes. Donc, comment, tout d'abord, ont évolué les inégalités de salaire depuis 1967? Donc, si on regarde l'évolution à travers nos données, on a un écart qui a beaucoup diminué entre 1967 à nos jours, avec un écart qui était un petit peu en dessous de 40% en 1967 et qui, en 2018, était de 24,4%. Donc, la question, c'est comment est-ce qu'on peut expliquer ou au moins trouver des facteurs d'explication qui sont concomitants à cette diminution. Et donc, parmi les sources d'explication, le premier, c'est le fait que le niveau de diplôme des femmes a donc plus augmenté que celui des hommes au cours de la période. Donc, sur des données un peu différentes que sont les données de l'enquête emploi, on peut mesurer cette évolution du niveau de diplôme des femmes et des hommes. Et donc, on voit que si ils étaient à peu près, la distribution des diplômes était à peu près équivalente ou similaire en 1969, ici, au début du graphique, il y a eu une grosse différenciation dans le niveau de diplôme qui s'est effectué, avec en particulier une différenciation qui apparaît plus importante au cours des années 90, pour en 2019 ici avoir des femmes qui ont beaucoup plus souvent un diplôme du supérieur et moins souvent donc sont sans diplôme ou un diplôme inférieur bac.
Donc, la deuxième chose qui a beaucoup évolué au cours de ces 50 dernières années et qui peut expliquer cette diminution dans les écarts de salaire, c'est la représentation des femmes et des hommes dans les différents métiers, en particulier les cadres et les professions intermédiaires. Et donc, on peut voir ici sur ce graphique que entre 1967 et 2018, il y a eu un grand rééquilibrage en quelque sorte entre les catégories socioprofessionnelles des femmes et des hommes. Donc en 1967, les femmes étaient presque exclusivement des ouvriers et des employés, avec plus de 90% des femmes qui étaient dans ces deux catégories. Et des femmes qui étaient presque jamais cadres, hein, moins de 2% des femmes étaient cadres en 1967, alors qu'en 2018, la proportion de femmes et hommes cadres c'est beaucoup égalisé. On avait en 2018 en particulier donc 21,7% des hommes qui étaient cadres contre 19% des femmes. Donc c'est toujours pas égal évidemment, mais il y a eu un équilibrage en termes de catégories professionnelles qui peut expliquer en partie la convergence des salaires moyens. Donc pourquoi, la deuxième question, c'est pourquoi aujourd'hui cet écart est toujours aussi grand, donc 24,4%. Et donc dans les facteurs d'explication, le premier, peut-être, alors ça dépend de l'ordre que l'on prend, mais un qui est important, c'est le temps de travail des femmes et des hommes sur le marché du travail. Donc la participation des femmes a grandement augmenté entre 1968 ici et 2018. Donc on est passé de 28,3% des femmes parmi les salariés, hein, d'accord, en 1968, pardon, jusqu'à 45,3% en 2018. Donc, on a presque autant de femmes que d'hommes sur le marché du travail, même s'il y a toujours un peu moins de femmes que d'hommes sur le marché du travail en 2018. Et cette augmentation du nombre de femmes sur le marché du travail s'accompagnait aussi par une augmentation importante du temps partiel parmi les femmes, d'accord. Donc en 2018, on avait par exemple ici 36% des postes occupés par des femmes qui étaient des postes à temps partiel, tandis que seulement 19% des postes occupés par les hommes étaient des postes à temps partiel. Donc ici, je précise qu'il s'agit de postes et non de travailleurs, donc c'est une distinction méthodologique importante puisque le nombre de femmes et d'hommes à temps partiel est en fait un peu inférieur. On regarde des postes et non des salariés, en tout cas en fin de période. Donc une fois qu'on prend en compte le temps de travail dans les écarts de salaire, on passe de la courbe jaune, qui est ici en haut, à la courbe orange. Donc la courbe orange, qu'est-ce que c'est? C'est le même écart de salaire, mais au lieu de le calculer sur l'ensemble des travailleurs sur la période, on le regarde uniquement sur les salariés à temps plein. Et donc, en 2018, on passe de ce 24,4% à 15,9%. Donc, on a un différentiel de 10 points de pourcentage qui est expliqué en quelque sorte par ce contrôle du temps de travail parmi les femmes. Un deuxième facteur d'explication à l'écart de salaire restant en 2018, c'est la structure des emplois qui reste inégalitaire. Donc, tous ces éléments ont été beaucoup évoqués aujourd'hui, évidemment. Mais quand on regarde de manière très détaillée, donc là ici on utilise les PCS à 2 chiffres dans les nomenclatures de l'INSEE, et donc quand on regarde les professions occupées par les femmes et les hommes, donc ici elles sont ordonnées selon l'axe vertical en fonction de l'importance de la profession parmi les femmes, hein, d'accord. Donc les femmes sont le plus souvent employés administratifs des entreprises, donc il y a plus de 20% des femmes qui sont dans cette profession. Après, on a aussi beaucoup de professions intermédiaires administratives et commerciales, d'employés de commerce et de professions intermédiaires du santé et du travail social pour les femmes. Par contre, les hommes, on voit ici qu'ils sont plus souvent ingénieurs, cadres techniques d'entreprise, ouvriers qualifiés, techniciens, ouvriers qualifiés ou chauffeurs. Et donc, cette ségrégation horizontale, en quelque sorte, sur le marché du travail, elle a un impact important sur les salaires moyens, puisque si l'on prend ici, sur ce graphique, les 5 catégories les plus représentées parmi les femmes, qui sont donc à droite sur le graphique, d'accord, et les 5 catégories les plus représentées parmi les hommes, on voit que le salaire moyen journalier net est plus élevé
parmi les catégories les plus représentées chez les hommes que chez les femmes. Donc, on a un salaire moyen qui est de l'ordre de 80 € pour les catégories professionnelles les plus représentées parmi les hommes et un salaire moyen de 54 € pour les catégories les plus représentées parmi les femmes. Donc, il est important ici de souligner que ce salaire moyen, il est pris sur l'ensemble des salariés de la catégorie et non sur les seuls hommes et femmes. Donc, une fois qu'on contrôle de ces autres caractéristiques observables que sont la profession, et ici on ajoute aussi l'âge dans le contrôle, on a un écart qui passe de 15,5% à 12,4%. Donc on a environ 3 points qui sont expliqués par les choix de profession ou la distribution de profession entre les femmes et les hommes qui sont différenciés. Ici. Donc 3 points, ça reste quand même là. Donc 3 points, ça reste un écart qui est assez faible au regard des 24,4 points totaux. Donc en résumé, ici, si on repart du départ, on avait un écart qui en 1967 était de 38,7% entre les femmes et les hommes, et cet écart a diminué jusqu'en 2018 pour être égal à 24,4%. Et donc si on se concentre uniquement sur les personnes qui travaillent à temps plein, cet écart est de 15,9%. Une fois que l'on tient compte de l'âge et du métier, l'écart devient de 12,4%. Et donc ces 3 facteurs, le temps partiel, le choix de métier, sont des facteurs d'explication potentiels pour près de la moitié des écarts de salaire, pour passer de 24,4 à 12,4%. Et les inégalités restantes, qui doivent être expliquées par d'autres facteurs, en particulier l'écart entre les entreprises, reste importante et de 12,4%. Donc je vais passer la parole à Paul, qui va poursuivre cette présentation et expliquer plus en détail le rôle des entreprises dans cette part résiduelle des inégalités de salaire. Donc bonjour à toutes et à tous. Donc je m'appelle Paul Dutronc-Postel. Je vais donc prendre la suite de Maxime. Tout le monde m'entend? Oui, c'est bon. Prendre la suite de Maxime dans cette présentation pour explorer un petit peu plus avant le rôle des entreprises dans la formation des écarts de salaire et un peu ce qu'on peut dire de la magnitude de leur rôle dans les écarts de salaire entre les femmes et les hommes dans le secteur privé en France. Alors, pourquoi on s'intéresse au niveau entreprise? Donc, ça a déjà été évoqué plusieurs fois aujourd'hui et je pense que ça surprendra personne, mais ça vaut toujours le coup de le rappeler. Donc, une bonne raison, c'est que il est assez instinctif et assez facilement interprétable de se ramener au cadre d'une entreprise pour parler des inégalités salariales, parce que on se représente très facilement ce que ça représente que de comparer le salaire moyen des hommes et des femmes au sein d'une entreprise. Et on se le représente d'autant plus facilement que c'est un cadre de référence, notamment pour la législation en matière d'égalité et d'égalité de traitement, c'est-à-dire qu'on mesure les discriminations entre 2 groupes, alors notamment entre les femmes et les hommes, au sein d'une entreprise. Alors, la difficulté que ça pose de s'intéresser à cet échelon, à ce niveau d'analyse, elle est multiple et elle est méthodologique à plusieurs égards. Donc, la première difficulté que ça pose, c'est que ça nécessite des données qui soient représentatives au niveau entreprise. Alors, pas forcément exhaustive, mais au moins représentative au niveau entreprise. Et ça, c'est pas si évident. Et puis, si on veut comparer les entreprises les unes aux autres, il faut non seulement qu'elles soient exhaustives au sein de chaque entreprise, mais qu'encore qu'elles soient représentatives de toutes les entreprises. C'est pour ça qu'on utilise, pour s'intéresser au niveau entreprise plus particulièrement, les DADS Post, donc qui couvrent l'exhaustif de salariés, donc tous les postes salariés français depuis 1995 et jusqu'à 2018. Mais alors, la question des données n'est pas la seule difficulté méthodologique, et je vais y revenir 1 ou 2 fois pendant cette présentation. Il y a aussi la difficulté, une difficulté un peu plus conceptuelle de comment on mesure les écarts salariaux au sein d'une entreprise entre 2 groupes de personnes, entre les femmes et les hommes. Et je vais peut-être y revenir un peu plus tard. Alors, juste pour reprendre là où Maxime nous avait laissé. Oui.
Non. Alors, juste pour reprendre là où Maxime nous avait laissé, l'évolution des écarts salariaux qu'on va essayer d'expliquer avec la dimension entreprise, c'est celle-ci, c'est celle que vous voyez à l'écran. Donc, c'est la différence entre le salaire horaire des hommes et le salaire horaire des femmes, rapporté au salaire horaire des hommes, tous salariés confondus. Et donc là, on a une évolution qui passe environ de 20% en 1995 à environ 15% en 2018. Alors, qu'est-ce qu'on veut faire une fois qu'on a établi cette évolution-là? On va chercher à construire l'équivalent de cette mesure au sein des entreprises. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va calculer le salaire net horaire, l'écart de salaire net horaire entre les femmes et les hommes de la même manière. Donc, le salaire moyen des hommes moins celui des femmes rapporté au salaire moyen des hommes. Et on calcule cet écart pour chaque entreprise pour laquelle c'est possible. Une fois qu'on l'a fait, on va réagréger pour l'ensemble des entreprises. Donc, on va faire la moyenne de cet écart sur l'ensemble des entreprises en pondérant par la taille des entreprises, c'est-à-dire que les entreprises plus grandes vont avoir un poids plus grand et les entreprises plus petites un poids plus petit dans la moyenne, de telle sorte à avoir une mesure moyenne qui soit représentative pour un salarié. Pour le salarié moyen. Alors là, tout de suite, on a une petite question de champ à aborder qui est que, en fait, il n'est pas possible de calculer un écart salarial entre les hommes et les femmes pour toutes les entreprises, pour la simple et bonne raison qu'il y a beaucoup d'entreprises où il n'y a pas assez d'hommes ou pas assez de femmes ou pas assez des deux. Et donc, juste pour être clair pour la définition qu'on va utiliser ici, on va se ramener aux entreprises qui comptent au moins 5 postes salariés sur l'année, parmi lesquels au moins 2 hommes et 2 femmes. Et on va apporter cette restriction supplémentaire qui a plutôt trait à la proportion de femmes et d'hommes dans chaque PCS et dans chaque catégorie d'âge dans l'entreprise. Donc cette restriction de champ, elle nous impose un petit peu en préalable de recalculer les écarts salariaux totaux, c'est-à-dire toute entreprise confondue, pour pouvoir faire des comparaisons champ à champ donné. Parce que si on veut décomposer l'écart salarial total, on ne veut pas que ce soit influencé par le fait qu'on ne va pas pouvoir suivre toutes les entreprises à la fois. Donc, ça, c'est la première étape, c'est ce qu'on fait ici. On recalcule les écarts salariaux, mais sur le champ entreprise seulement. Et donc, ce qu'on voit, c'est qu'en fait, c'est une restriction qui va nous amener à considérer des écarts salariaux qui sont plutôt de l'ordre de 17% en 2018 par rapport à 15% précédemment, mais c'est une restriction qui est quand même assez homogène sur toute la période. Donc, voilà, donc, ça, c'est juste pour vous dire qu'on va s'intéresser aux lignes en points et pas les lignes en carré, et les lignes en points correspondant au champ entreprise. Donc, une fois qu'on a cet écart salarial total, donc toujours tout salarié, toute entreprise confondue, mais cette fois-ci juste dans le champ entreprise, on va le comparer à l'écart brut donc, à entreprise donnée. Donc là, c'est vraiment cette mesure d'écart salarial à entreprise donnée qu'on peut calculer chaque année de 1995 à 2018. Et donc là, qu'est-ce qu'on voit? On voit plusieurs choses. Donc d'une part, donc cet écart moyen à entreprise donnée, il évolue de 16% environ en 1995 à 8% en 2018, c'est-à-dire qu'il est divisé par 2 en moyenne. Et en fait, il est aussi beaucoup plus bas que l'écart salarial total qu'on cherchait à expliquer. Donc, ce qui signifie que en fait, les femmes et les hommes ne sont pas du tout présents dans les mêmes entreprises et que cette distribution des femmes et des hommes dans des entreprises différentes peut expliquer une part importante de l'écart salarial total. C'est-à-dire que les femmes vont être présentes dans des entreprises où les rémunérations moyennes sont plus faibles et les hommes dans des entreprises aux rémunérations moyennes plus élevées. Alors, qu'est-ce qu'on voit? Alors, ça, c'est donc les évolutions moyennes, mais on peut, comme on a calculé les écarts entreprises pour toutes les entreprises de notre champ, on peut aussi examiner ce qu'il en est de la distribution de ces écarts. Et donc, ce que vous voyez là sur ce graphique, c'est ce qu'on a calculé pour ici l'année 95. Donc, la barre verticale rouge correspond à la moyenne, c'est-à-dire à la série violette du graphique précédent. Et puis, la ligne noire, c'est la distribution des écarts salariaux, c'est-à-dire que pour chaque valeur de l'écart salarial en abscisse, vous avez la part des entreprises concernées cette année-là par cette valeur de l'écart salarial. Donc, par exemple, en 95, on avait à peu près 2% des entreprises qui étaient concernées par un écart salarial, enfin qui voyaient un écart salarial de 0%. Alors, qu'est-ce qu'on voit si maintenant on anime cette image et qu'on voit l'évolution de cette distribution au fur et à mesure du temps? On retrouve
on retrouve cette moyenne des écarts qui s'abaisse et qui se rapproche de 0. Et puis, on voit aussi un resserrement de la distribution des écarts. C'est-à-dire qu'en fait, la distribution devient de plus en plus étroite autour de sa moyenne. Alors, et on voit par exemple que la part des entreprises dont l'écart salarial horaire excède 20%, elle passe de 38 à 20%, et c'est-à-dire que les écarts extrêmes de la distribution vont disparaître plus rapidement que la moyenne se rapproche de 0. Alors, comment on comprend cette évolution ? On comprend cette évolution comme assez instinctivement, en partie le reflet de l'évolution de la représentation des femmes en matière de métiers, de catégories socioprofessionnelles et de catégories d'âge. Le phénomène que Maxime évoquait en première partie, mais pour qu'il joue ici, il faut qu'il soit vérifié aussi également au sein de l'entreprise. C'est-à-dire que on verrait au sein de l'entreprise moyenne la distribution, la représentation des femmes et des hommes dans chaque PCS et dans chaque catégorie d'âge s'équilibrer. Et que donc cet équilibrage de PCS et de catégorie d'âge, il ne jouerait pas seulement au niveau de l'économie, mais aussi au niveau de chaque entreprise prise individuellement. Alors pour tester ça et pour tester la magnitude de cet effet de l'évolution de la représentation des femmes, qu'est-ce qu'on fait ? On s'intéresse à l'écart salarial horaire au sein d'une entreprise, mais cette fois-ci à PCS et à âge donné. C'est-à-dire qu'on veut calculer dans une entreprise un écart qui capte les différences de représentation des femmes et des hommes dans les différentes PCS et dans les différentes catégories d'âge de l'entreprise. Pour faire ça, on procède de manière assez similaire à précédemment. Donc, on va recalculer un écart salarial horaire au sein de chaque catégorie d'âge et au sein de chaque PCS. Donc, on a 4 catégories d'âge et 4 PCS, donc on va faire 16 catégories. Et puis, une fois ces écarts salariaux calculés, on va les réagréger au sein d'une entreprise en pondérant par la taille des catégories, ce qui nous donne un écart salarial horaire au niveau d'une catégorie. Et puis, comme précédemment, on peut faire la moyenne de ces écarts sur l'ensemble des entreprises en pondérant par leur taille, toujours pour se ramener à un écart salarial horaire qui soit représentatif d'un salarié. Et de la même manière que précédemment, on peut tracer l'évolution de cet écart salarial horaire dans l'entreprise en fonction du temps. Et qu'est-ce qu'on voit ? On voit sur le graphique précédent se rajouter une courbe qui est la courbe rouge. Et qu'est-ce qu'on observe ? Donc on observe que l'écart contrôlé, c'est-à-dire contrôlé de l'âge et de la PCS à entreprise donnée, cette fois-ci, il évolue d'environ 7% en 1995 à un petit peu en dessous de 5% en 2018, donc autour de 4,3%. Donc qu'est-ce qu'on peut en dire ? On peut en dire plusieurs choses. D'une part, il y a une décroissance de cet écart à PCS et à âge donné, une décroissance qui est certes un peu moins prononcée que celle des écarts non contrôlés, mais qui est néanmoins présente. Et puis, un niveau des écarts contrôlés qui est quand même assez substantiellement plus bas que les écarts bruts dont on était parti au départ, et dont je rappelle qu'on les avait mesurés à environ 17% en 2018. Alors, comment on interprète la convergence de la ligne violette et la ligne rouge ? On l'interprète comme étant le reflet justement de cet équilibrage de la structure de la représentation des femmes au sein de l'entreprise moyenne, ou de la représentation moyenne des femmes au sein des entreprises. C'est-à-dire que cette dynamique de rééquilibrage des parts de femmes et d'hommes dans les différentes catégories de la population des salariés, il a lieu aussi au sein de l'entreprise. Alors, comme tout à l'heure, je peux vous montrer l'évolution moyenne de cet écart. Je peux aussi vous montrer la distribution de ces écarts. Et donc ici, c'est la distribution des écarts salariaux contrôlés au sein des entreprises. Donc à peu près selon la même logique que tout à l'heure, avec la ligne verticale rouge qui vous représente l'évolution moyenne du graphique précédent. Et quand on l'anime, qu'est-ce qu'on voit ? On voit en fait une distribution qui est finalement un peu plus stable, on s'y attendait, en termes de moyenne, mais aussi en termes d'éclatement. Alors quand même, et ça je pense que c'est un enseignement qui nous a beaucoup intéressé au sein de l'équipe, c'est que ce qu'on constate dans cette distribution des écarts salariaux contrôlés au sein des entreprises, c'est quand même une variance quand même assez importante. Donc vous pouvez voir, il y a des écarts quand même
assez substantielle qui existe entre les différentes entreprises. Et si cette variance vous intéresse et que vous voulez creuser plus, j'en profite pour vous inviter à aller sur le site qu'on a mis en ligne aujourd'hui et qui compile un ensemble de statistiques qui vous permettent d'explorer un petit peu ce qui joue dans cette distribution des écarts contrôlés, puisque vous pouvez par exemple explorer les différences en termes de secteur, en termes de taille d'entreprise, en termes de secteur et taille d'entreprise, etc., etc. Alors, comme je l'ai dit, on observe une convergence des écarts bruts et des écarts contrôlés au sein d'une même entreprise, et elle reflète un certain rééquilibrage à l'intérieur des entreprises, entre les catégories de PCS et d'âge, dans lesquelles les hommes et les femmes sont plus ou moins présents. Alors, il reste néanmoins qu'on a un écart résiduel en fin de période, ou résiduel, disons un écart qui n'est pas expliqué par les variables explicatives qu'on a essayé de mobiliser, de 4,3%. Alors, ce 4,3%, ça reste un écart substantiel et qu'on peut essayer d'expliquer. Alors là, je pense que toutes les contributions remarquables qu'on a entendues un peu plus tôt nous permettent un petit peu d'avancer des pistes sur qu'est-ce que peut être cet écart résiduel. Donc, il peut être dû, alors évidemment, on utilise des PCS qui sont quand même assez vastes. Les quatre PCS du premier niveau qu'on utilise sont quand même des PCS à l'intérieur desquels il y a beaucoup d'hétérogénéité potentielle entre les différents métiers. Et donc, cette hétérogénéité, elle peut jouer dans le fait que, par exemple, dans une même PCS ou au sein d'une même entreprise, les hommes seraient plus représentés au sein de la sous-catégorie de la PCS en question qui est mieux rémunérée, et les femmes plus représentées au sein de la sous-catégorie de cette PCS en question qui soit moins rémunérée, et que ça générerait un écart résiduel de 4, ça participerait à générer cet écart résiduel de 4,3%. Mais il y a également d'autres facteurs qu'on a évoqués plus tôt, des problématiques de négociation salariale, qui peuvent être liées à la manière, par exemple, dont les hommes et les femmes négocient leur salaire, ou aussi également, bien sûr, à des problématiques de discrimination salariale qui peuvent être présentes dans l'entreprise. Donc, on a brossé un petit peu ce tableau des écarts entre entreprises et de leur rôle dans un petit peu la magnitude des écarts salariaux totaux qu'on observe parmi les salariés du secteur privé en France. Alors maintenant, qu'est-ce que ça nous amène à penser en termes de politique publique, et notamment en termes de politique publique qui chercherait à réduire l'écart salarial total, c'est-à-dire qui chercherait à égaliser, à réduire ce 24,4% d'écart qui persiste en 2018. Donc, juste pour vous rappeler un petit peu les éléments de la décomposition qu'on a faite, on est parti d'un écart salarial à 24,4%, l'écart salarial horaire plutôt aux alentours de 16%, ce qui nous invitait à penser que le temps partiel expliquait potentiellement une partie importante de l'écart salarial, variable explicative type âge et PCS qui explique 3,5 points, et puis un écart au niveau entreprise qui, pour le coup, est quand même assez substantiellement plus faible, à 4,3%. Donc, juste, je fais une note en passant. Évidemment, cette décomposition est un petit peu approximative. Il faudrait mieux comparer 4,3% à 11,2% sur le champ entreprise, puisqu'on a opéré cette réduction du champ au passage. Donc, c'est une décomposition plutôt des approximations pour fixer un petit peu les idées. Alors, qu'est-ce qu'on pense ensuite? Qu'est-ce qu'on peut penser étant donné cet état des lieux qu'on vient de faire, des perspectives qui font face des perspectives pour les politiques publiques aux différents niveaux. Donc les politiques publiques qui ont été beaucoup évoquées dans les précédentes présentations. Alors, si on revient à l'indicateur un peu d'égalité professionnelle femmes-hommes de janvier 2019, qui est un petit peu la mesure au sein de l'entreprise pour l'égalité salariale au sein de l'entreprise. Donc, voilà ce qu'on pourrait peut-être en dire. Donc, je vous rappelle juste au passage que c'est une mesure des inégalités professionnelles femmes-hommes qui est multidimensionnelle, qui fait intervenir un indicateur d'écart salarial qui est un petit peu en termes d'importance quantitative dans l'index, c'est le plus grand indicateur, mais également d'autres dimensions, donc de représentation dans les postes les mieux rémunérés de l'entreprise, d'écart d'augmentation et ou de promotion au sein de l'entreprise, et puis de respect de la loi en matière de retour de congé maternité. Et cet indice
Peut-être à la différence du contexte au Royaume-Uni. Donc, alors certes, il est publié. Alors d'ailleurs, en mars dernier, il y a eu une modification des règles de publication qui signale que non seulement l'indice devait être publié, mais également les sous-indicateurs, donc ça qui augmente peut-être la visibilité de l'écart salarial. Il doit être publié sur le site internet de l'entreprise. La DARES publie les valeurs de cet indicateur pour les entreprises de plus de 250 employés, mais il est aussi associé à des sanctions en cas de performance trop faible, qui soient répétées sans amélioration, sans gestes et politiques de la part de l'entreprise d'amélioration des écarts salariaux. Donc, il peut être, donc il y a vraiment ces deux aspects de politique publique, peut-être de visibilisation des écarts, mais aussi vraiment de sanctions. Et alors cet écart, l'indicateur d'écart salarial au sein de cet indice d'égalité professionnelle, il a certaines caractéristiques. Alors d'une part, il a une certaine flexibilité des catégorisations, alors qui est un aspect qu'on a commenté dans une note précédente qu'on a écrite avec Thomas, Maxime et Joyce. Et puis, il a cette particularité d'introduire un seuil à 5% d'écart salarial, c'est-à-dire qu'à l'intérieur de chaque catégorie de salariés, de PCS et de DAS, les 5 premiers points de pourcentage, dans un sens ou dans l'autre, sont neutralisés. Et donc ce seuil est dit dans le décret, dans le texte du décret, étant le seuil de pertinence. Alors donc évidemment, donc ça pose un petit, enfin évidemment, disons que ce seuil de pertinence à 5 points de pourcentage pose un petit peu question, étant donné qu'il est supérieur à la moyenne des écarts salariaux en 2018. Donc on pourrait, alors ceci ajouté au fait que le caractère un petit peu coercitif de l'indice intervient à partir de 75 points sur 100, on pourrait un peu s'interroger sur la portée d'un tel indice d'écart salarial. Et alors, pour modérer ce que je viens de dire, parce que je veux pas dire ce que je n'avais pas envie de dire, cet indicateur d'écart salarial, il permet toutefois de corriger, dans le meilleur des cas, des déséquilibres qui sont très marqués. Et donc là, je vous invite à revenir, alors je vais essayer de faire ça vite, revenir à cette distribution des écarts salariaux contrôlés de la PCS et de l'âge, donc qui correspondent de manière assez proche à cet indicateur salarial du décret. En fait, il y a des écarts qui sont très substantiels et qui sont assez extrêmes. Et donc du coup, alors certes, la moyenne est en fin de période, la moyenne en fin de période est proche de 5 points, mais même à moyenne ou proche de 5 points, il y a des écarts très substantiels et assez extrêmes. Mais le sens de cette remarque, c'est plutôt celui-là, c'est de faire l'hypothèse que on annule au niveau entreprise tous les écarts salariaux, c'est-à-dire que les écarts salariaux à PCS et âge donné au chaque entreprise sont annulés. Bien en réalité, on a parmi les 11 ou 12 points de pourcentage d'écart salarial résiduel qu'on avait identifié après avoir contrôlé de la PCS et de l'âge, on a entre guillemets résolu 4,3% parmi 11 ou 12, et donc il reste encore des écarts assez marqués qui sont peut-être plus difficiles à appréhender avec une mesure entreprise, et qui, elles, sont dues à cette différence de représentation des femmes et des hommes entre les entreprises. Et ces différences de représentation, on en a déjà parlé dans les présentations précédentes. Alors, pour revenir un petit peu et pour commenter un petit peu aussi sur les différences entre l'indice français et l'indice du Royaume-Uni dont nous a parlé Emma, donc on pourrait dire que l'indicateur l'indicateur d'écart salarial opère une démarche de visibilisation de la problématique dans le milieu professionnel, et c'est vrai. Et d'ailleurs, on a beaucoup parlé de cet indicateur et de sa mise en place il y a 2 ans maintenant. Mais sur ce point précis, donc outre le fait qu'au départ, l'indicateur d'écart salarial, plus précisément, ne devait pas être publié séparément de l'indice d'égalité professionnelle, il y a aussi donc tous ces règles de calcul dans l'écart salarial qui ont tendance à peut-être un peu opacifier la magnitude et la réalité des écarts salariaux au sein des entreprises. Donc ici, sur ce graphique, ce que vous voyez, c'est pour la même population d'entreprises, des écarts salariaux tels que nous, on les mesure en gris, et les écarts salariaux tels qu'ils sont mesurés ou tels qu'ils sont calculés par le décret avec cette neutralisation des 5%.
et où l'on voit que la distribution des écarts salariaux qu'on observe, elle est quand même assez substantiellement distordue vers zéro, avec en fait pas mal d'entreprises qui se retrouvent avec un écart salarial à zéro. Donc ça fait référence à un travail c'est ce travail que j'ai déjà mentionné, qu'on a publié l'année dernière, et que je vous invite à consulter si vous avez besoin de plus de détails. Alors, maintenant qu'on a un peu exploré ce que les effets que pourrait avoir l'indicateur d'égalité professionnelle femmes-hommes au sein de l'entreprise, il ne me reste plus qu'à en fait rouvrir la discussion, conclure en essayant d'ouvrir cette discussion sur un petit peu les autres facteurs qui expliquent des parts potentiellement quantitativement assez importantes de l'écart salarial total, et donc de rappeler les éléments de cette décomposition que Maxime avait commencé à ébaucher et que j'ai poursuivi. Donc, à savoir le temps partiel, donc la prévalence du temps partiel chez les femmes qui est plus importante que chez les hommes et qui peut être reliée à des problématiques de conciliation de vie professionnelle et familiale, mais aussi la répartition entre les PCS et les métiers. Donc là, il s'agit plutôt de choix éducatifs dont Elias Jouini ou Anne Boring nous ont parlé. Problématique d'orientation professionnelle également. Et enfin, de répartition entre les entreprises. Et donc là, il s'agit également de problématiques qui font intervenir les rôles familiaux, et alors notamment, par exemple, le travail de Roland sur éco-auteur sur les trajets domicile-travail, ou des discriminations à l'embauche. Alors, il va sans dire que j'ai rangé ces items sous certains éléments de la décomposition, mais qu'évidemment, ils peuvent potentiellement jouer à plusieurs égards, et qu'il y a des problématiques, notamment la pénalité à la naissance, qui peuvent intervenir sur plusieurs éléments de cette décomposition, qui vont intervenir par exemple sur le temps partiel, mais aussi sur la répartition des femmes et des hommes entre les différentes entreprises. Mais donc c'est ces facteurs-là qui sont autant de leviers sur lesquels on pourrait souhaiter jouer pour réduire les écarts salariaux, et dont on pourrait discuter un peu plus avant. Donc voilà, je vais m'arrêter là. J'espère que je n'ai pas excédé le temps qui m'était imparti, et je vais profiter de peut-être la dernière minute qui me reste pour vous rappeler l'existence de ce nouveau site internet sur lequel vous pourrez explorer les différentes mesures d'écart salarial qu'on a compilées, donc au niveau de tous les salariés, mais aussi au niveau des entreprises, et un peu voilà, vous intéresser à ces mesures de manière plus approfondie. Voilà, merci beaucoup.